Bonjour tout le monde, c'est Aimée de Je vais mieux. Et aujourd'hui je vous parle depuis la caravane parce qu'il pleut dehors et que Gaïa a fait la sieste dans la yourte. On vit dans une yourte, donc dans une pièce unique. Un jour on vous fera un tour de la maison. Et du coup, ben voilà, quand elle dort, on peut pas vraiment faire des choses qui font beaucoup de bruit. Alors c'est pas que ça fasse beaucoup de bruit et je pourrais être comme ça en train de vous parler, mais maman aguerrie qui veut juste pas risquer de réveiller le bébé, je vais pas prendre le risque. Et donc me voilà dans la chambre secondaire, la chambre d'amis qu'on a, qui est aussi notre maison de vacances. Enfin voilà, la petite caravane qui nous donne un espace en plus pour tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un petit bout du chemin qu'on a fait ce matin avec Adrien, de la réflexion qu'on avait. On est en train de suivre une formation, une de plus. Et on parlait des croyances, les croyances profondes qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur ce qui peut nous arriver ou qui ne peut pas nous arriver, ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite pas, etc. Et donc bien sûr en particulier des croyances qu'on dit être limitantes ou agir comme un plafond de verre. Et déjà dans cette image du plafond de verre, je trouve ça intéressant parce que il y a la notion que on le voit pas toujours jusqu'à ce qu'on se soit pris la tête dedans une fois, deux fois, trois fois. Vous savez, un peu comme ces baies vitrées hyper dangereuses dans les magasins ou qu'on voit pas et qu'on pourrait se prendre avec beaucoup de force parce qu'on n'a pas d'idées qui sont là. Et j'ai l'impression que cette image-là, elle montre bien l'effet que peut avoir les croyances limitantes dans notre vie. C'est pas juste que ça nous limite, c'est que ça fait vraiment comme un plafond qui nous empêche de monter et que ça fait mal quand on se le prend et en même temps qu'on ne comprend pas parce qu'on voit pas, on voit rien, on n'a pas forcément la conscience que c'est à cet endroit-là, ou alors on voit pas, je suis désolée, j'ai quelque chose dans l'œil, on voit pas que le lien que ça a et en quoi ça nous bloque, ou bien on est dans cette situation et nous c'est typiquement on en est là, c'est-à-dire que j'étais psychologue en cabinet et tout marchait très très bien et la vie m'avait fait plein de cadeaux et m'avait mis sur le chemin plein de choses pour que ça fonctionne. La parfaite collègue qui était avocate et qui était exactement dans mon domaine d'activité et qui avait justement vraiment besoin de faire un partenariat avec une psychologue parce que elle, dans son travail d'avocate, recevait plein de gens qui étaient en détresse et qu'elle savait entre guillemets pas quoi en faire de cette détresse et que ça demandait un accompagnement psychologique. Donc bref, c'est pas pour vous raconter toute cette histoire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est aligné parfaitement et qui a été extrêmement fluide. Et puis on a pris une décision, ça a commencé au moment du confinement. Moi je me suis rendu compte que je faisais des séances donc par visio et puis que souvent en fait on avait tous besoin d'entendre un peu les mêmes choses parce qu'on est tous des êtres humains et que même si nos histoires sont différentes et nos circonstances de vie sont différentes et qu'on a l'impression même que nos problèmes au quotidien sont différents, en fait fondamentalement nos besoins sont très similaires et nos blessures sont aussi très similaires, peu importe l'histoire exacte dans laquelle elles ont pris place, ces blessures. Et bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça tout d'un coup, ça me vient, donc je le partage avec vous. Je vais suivre où m'amène mon propre fil, je n'ai pas d'idée et rien préparé comme d'habitude, c'est la règle pour cette série. Et donc on s'est dit, en fait on pourrait toucher plus de monde à la fois, on pourrait partager des choses et aider plus de monde, parce que moi j'ai un certain nombre d'heures limitées dans la journée, et voilà. Donc on s'est embarqué dans ce programme, dans ce projet de Je vais mieux, avec cette idée-là, d'aider plus de monde à la fois, de moi ne plus avoir de liste d'attente pour les rendez-vous et de pouvoir apporter des messages d'espoir, des messages de compréhension, des messages de mieux-être à plus de monde de cette façon-là.
Et puis ça a pris quelques années où on était sur ce projet, mais en même temps j'avais encore mon cabinet, etc. Et puis il y a un moment où on a vraiment décidé d'y mettre tout ce qu'on avait, parce que moi je me rendais bien compte que en fait j'arrivais pas, j'avais trop de mon énergie et de mon temps et de mon espace mental qui allait dans ma pratique de cabinet. Et j'arrivais pas à donner ce qu'il fallait à Je vais mieux, notamment pour se lancer sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas de compte Instagram, on partait de zéro complètement, et que j'y connaissais absolument rien, donc il me fallait du temps pour me former à ça, pour m'habituer, pour pratiquer jusqu'à ce que ça marche, etc. Bref. Et donc on a fait ça, on s'est lancé complètement là-dedans. Et puis le compte Instagram a réussi à prendre au bout d'un moment, et aujourd'hui on est très content de faire grandir une communauté. Elle est ni petite ni gigantesque, elle est ce qu'elle est, mais elle grandit, et puis surtout on est heureux de pouvoir transmettre nos messages. Et puis en même temps, l'idée c'était d'accompagner vraiment et de permettre qu'il y ait une vraie transformation. Et ces messages qu'on vous donne sur Instagram, même si ils peuvent déjà toucher et ils peuvent déjà apporter parfois de la clarté ou de la conscience, parce que souvent ils viennent d'endroits où nous-mêmes on a tout d'un coup mis de la conscience et de la clarté, ils ont quand même assez peu de portée, parce qu'ils sont très courts, parce qu'ils sont pas détaillés, parce que tout ça. Et donc la version détaillée, la version enrichie, la version qui vise à vraiment accompagner une transformation, c'est les programmes qu'on veut proposer, et qui bien sûr doivent pour le coup être payants pour que nous on puisse gagner notre vie aussi. Et là ça pêche, et là ça bloque complètement, et on ne sait pas pourquoi, et toutes les personnes à qui on en a parlé nous disent c'est incompréhensible en fait. Y a vraiment, pour le coup, comme s'il y avait un mur de verre. Et alors maintenant, on a bien compris que le mur était là, parce qu'on se l'est pris dans la tête suffisamment de fois. Donc, ok, il y a un mur, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait que ce mur est là? De quoi est-il constitué, ce mur? Et bien sûr qu'on peut répondre des milliers de choses au niveau technique. On pourrait dire que c'est notre image de marque qui n'est pas suffisamment claire, notre branding, notre logo qui n'est pas comme ci, les couleurs qui ne sont pas comme ça, la page de vente qui fait un peu trop comme ci, ou bien le cadeau qui n'est pas suffisamment comme ça. On peut rentrer dans tous les détails techniques, et certainement qu'ils ont une importance. Mais ce qu'on entend, nous, dans nos formations encore et auxquelles on croit très profondément, c'est que la plus grosse limitation au développement d'un projet et à notre développement à nous, c'est nous-mêmes. C'est très 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 souvent nous-mêmes. Et moi je l'ai vu dans les accompagnements que j'ai faits, je l'ai vu dans les personnes. Pour moi c'était le domaine des relations. Comment est-ce que, en fait, dans une relation, il y a tout ce qui ressort de ce qu'on croit de nous, de ce qu'on croit qu'on peut avoir, de ce qu'on croit qu'on vaut, et en même temps on désire autre chose, et en même temps, il y a toute cette histoire, notre histoire d'enfant souvent qui revient, etc. Et donc là, on s'est dit, ok, ce mur de verre, il est forcément au moins aussi constitué de choses qui viennent de l'intérieur de nous. Et c'est quoi ces choses? C'est quoi ces croyances limitantes qui constituent ce mur? Et pour moi, ce matin, j'ai mis le doigt sur le fait que je pense que c'est vraiment de m'autoriser à être vue, et de m'autoriser à en fait parler de mes expériences et de ce que moi j'ai pu vivre en tant que personne, pour vous montrer que je sais où vous êtes, alors pas exactement où vous êtes, on n'est jamais tous exactement identiques, mais que je comprends ce que vous vivez, que je comprends cette douleur, que je comprends à quel point c'est dur parce que je le vis. Et par exemple là typiquement ce que l'on vit avec ce plafond de verre, et à quel point c'est dur de passer de l'autre côté, ça me permet de sentir très fort comment est-ce que vous pouvez être bloqué par votre propre plafond de verre, et à quel point c'est frustrant, et à quel point c'est dur de savoir pourquoi, de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et puis même une fois qu'on sait pourquoi, c'est dur de pouvoir le dépasser, de pouvoir trouver un autre chemin. Et cette expérience-là, elle enrichit mon empathie pour vous, elle enrichit ma compréhension pour vous.
Mais si je vous le dis pas, et si je vous fais croire que ma vie est parfaite, ou que moi j'ai jamais de problème, que je suis la psychologue qui sait comment ça fonctionne, et qui a tout résolu dans sa vie, et qui est complètement lisse, et que la seule personne entre vous et moi qui a un problème, c'est vous, à ce moment-là, je vous donne cette sensation que on n'est pas fait de la même espèce, qu'on n'est pas au même endroit. Alors, probablement que vous allez supposer plein de choses et vous dire quand même que non, je ne suis pas parfaite. Mais tant qu'on ne l'a pas entendu, vraiment, c'est très très dur de s'en rendre compte. Et moi, je vois bien avec les personnes que j'admire, comment est-ce que mon cerveau les idéalise en permanence. Comment est-ce que mon cerveau idéalise leur vie, ce qu'ils vivent. Et chaque fois que je les entends dire, ça a été dur pour moi, ça, c'est encore dur pour moi, chaque fois, j'en reviens pas. Par exemple, le formateur là qu'on a écouté qui faisait un live hier, un coaching de groupe, qui est vraiment ce que j'aimerais pouvoir vous offrir et faire avec vous, parce que c'est ce qui me fait le plus vibrer, et c'est là-dedans, je crois que je suis la meilleure, et c'est ce que j'ai fait beaucoup en personne aussi, et j'aimerais pouvoir le faire en ligne. Vraiment, ce serait ma forme de prédilection. Et je le voyais lui faire, et il disait que voilà, ça faisait 4 ou 5 ans maintenant qu'il était un coach, et qu'il faisait ça tout le temps, des groupes coaching, etc. etc. Et puis qu'il gagnait beaucoup d'argent, un nombre à 7 chiffres, là, comme ils disent, 7 figures, parce que bien sûr c'est aux États-Unis. Et puis à un moment dans le coaching, il dit que, en fait, oui, il est encore stressé avant un groupe, et encore aujourd'hui, là, avant ce groupe-là, il était encore stressé. Et ça m'a rappelé quand moi j'étais au cabinet et que j'ai lancé mes groupes thérapeutiques. Ça faisait des années que j'avais envie de le faire et j'étais passionnée par ça. Et je sais que la veille au soir et le matin, encore même dans la voiture, j'imaginais ce que j'allais pouvoir proposer comme exercice, etc. Et donc c'était une passion incroyable, et j'adorais faire ces groupes. Et en même temps, j'étais toujours tellement stressée, tellement à me dire que je ne serais pas à la hauteur, que j'avais pas suffisamment à donner, ce qui donnait le fait, du coup, à chaque fois quasiment, j'avais un programme qui était genre 3 fois trop long au minimum, et en général je me disais bon c'est pas grave, ça fait des exercices pour la prochaine fois, et puis la prochaine fois je saurais que j'ai pas besoin d'en rajouter, mais la prochaine fois j'en rajoutais encore, parce que ça venait de cet endroit mais il faut que je leur donne plus, parce que là je donne pas assez, parce que ça a pas assez de valeur, parce que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir y trouver, etc. Et donc il y avait quand même toujours cet endroit de je donne pas assez, je suis pas à la hauteur, je ne mérite pas leur temps, leur argent et leur confiance en moi. Cet endroit de quelque part de honte, de j'ai pas assez de valeur telle que je suis, qui était tout le temps activé. Et de l'entendre lui dire que lui aussi ça s'active à chaque fois, et encore aujourd'hui, après des années, et après avoir gagné autant d'argent, et après avoir eu autant de reconnaissance de la part du monde entier. Et tout d'un coup je me dis, mais en fait d'accord, il est juste un être humain comme moi, et comme vous, et comme n'importe qui. Et il a beau avoir réussi, et il a beau être là devant moi et me donner cette sensation d'être tellement à l'aise et tellement dans son élément quelque part, tellement fluide dans ce qu'il fait, mais n'empêche qu'il a encore la peur, et qu'il a encore le stress, et qu'il a encore ses croyances qui sont réactivées. C'est peut-être pas exactement les mêmes, peut-être qu'elles ont plus autant de puissance, en tout cas j'espère, mais l'humanité, elle reste là. Et ça m'a fait réfléchir, c'est ça, je crois que j'ai vraiment besoin de pouvoir mieux faire avec vous, pour vous montrer que mon humanité, elle est là, et en fait où elle est justement, et quelle forme elle prend. Et elle prend aussi la forme d'une femme qui est certainement pas sûre d'elle-même tout le temps et en toutes circonstances, et qui, même si je suis dans cette position où je peux vous apporter des pistes, où je peux vous apporter des choses pour fluidifier votre vie, fluidifier votre couple, parce que je l'ai fait des centaines de fois avec des centaines de personnes, même si je suis là, je suis moi aussi une femme dans mon couple à chercher mes propres pistes et à les créer. Et c'est souvent de cette création et de cette recherche que naissent d'ailleurs
tout ce qu'on vous propose, le programme Happy Organisation par exemple qu'on propose actuellement, il est né de notre recherche, d'une crise que nous on a eue dans notre couple à 3-4 mois après la naissance de Gaïa, où toute l'organisation familiale avait été mise sans dessus-dessous, et moi j'étais tout d'un coup cantonnée complètement à mon rôle de mère, et j'avais perdu tout espace pour la femme et pour la professionnelle, et Adrien qui se retrouver noyé, débordé par la quantité de choses à faire, parce que tout d'un coup il fallait qu'il fasse tout ce qu'il faisait avant, plus tout ce que moi je ne pouvais plus faire parce que j'étais occupée autrement. En plus de ça, Gaïa avait des coliques, donc les 3 premiers mois j'ai vraiment passé tout mon temps avec Gaïa dans mes bras, donc j'ai pu faire encore moins, et du coup il a dû faire encore plus, et donc lui était noyé et moi j'étais noyée et frustrée et bloquée, et je me sentais piégée. Et puis du coup, lui avait l'impression qu'il fallait qu'il aille plus vite et qu'il soit plus efficace. Et il avait l'impression que moi, j'étais au contraire stagnante, lente, toujours assise sur le canapé avec Gaïa, toujours dans un rythme qui est sur des micro-choses, telle peau, telle couche, telle sieste, telle, etc. Et que lui, il avait des millions de choses dans sa tête. Et moi, à l'inverse, j'avais l'impression qu'il était trop stressé, trop anxieux, trop à se presser, trop à se mettre la pression, et que ça devenait insupportable. Donc il y avait aussi des dynamiques intérieures qui se confrontaient et qui bien sûr faisaient écho à qui on était chacun, et à notre histoire de couple et à nos histoires individuelles. Et tout ça est joyeusement remonté à la surface, et comment on fait? Et du coup, on a créé une méthode pour pouvoir à la fois parler de tout ça, accueillir les émotions, créer une organisation. On l'a fait à partir d'une formation qu'on a trouvée sur Internet, mais qui était adaptée pour les personnes individuelles, pas pour les couples, et puis on l'a adaptée avec tous nos outils au couple. Bref, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je n'arrive là à vous parler de ça, mais si ce que je voulais dire, c'est à quel point est-ce que en fait tout ça, ça part de notre propre recherche, et ça part certainement pas d'un endroit où on a toutes les réponses et où on sait tout à l'avance. Ça part de l'endroit où on ne sait pas. Et en même temps, bien sûr qu'on a des outils parce que ça fait des années qu'on pratique ça, qu'on s'y intéresse, parce que voilà, tout simplement, c'est notre métier. Donc nous, on y a passé tout notre temps. Vous pouvez pas avoir tous ces outils, pas parce que vous êtes moins sachant, que vous seriez moins, je sais pas quoi, intelligent, moins ci, moins ça, moins apte, moins bon que nous. C'est juste parce que vous y avez pas mis tout votre temps et votre énergie, puisque vous aviez un autre métier et puis d'autres choses que vous avez vécues. Donc en fait, on est foncièrement les mêmes, on est des personnes humaines, vous, nous, tout le monde, avec nos émotions, avec nos histoires. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on développe à partir de ça. Et nous, tout ce qu'on développe et qu'on voit être efficace pour nous, et puis pour d'autres autour de nous, ce que moi j'ai vu être efficace dans ma pratique de cabinet, à accompagner des personnes, et puis des couples, et puis des groupes, etc. Tout ça, j'ai envie de le partager le plus largement possible. Mais si je le fais en ne vous racontant pas ça, en vous racontant pas qu'en fait ça vient d'un endroit profondément humain, d'un endroit profondément réel de la vie quotidienne, vrai, avec du bazar, avec des choses qui sont pas parfaites du tout, avec très 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 loin de la perfection, avec toute cette humanité bordélique, passez-moi le mot, si je vous montre pas ça, vous pouvez pas comprendre que je vais vous comprendre, que je vous comprends dans cette sensation d'être submergée, dans cette sensation de ne pas y arriver, parce que je l'ai vécu, pas parce que c'est théorique dans ma tête, parce que je sais ce que ça fait de l'avoir à l'intérieur de soi, parce que je me souviens encore dans ma chair de ce que c'était que de ressentir ça. Et c'est ça que j'aimerais vraiment arriver à mieux faire, c'est à vous montrer combien on est au même niveau et dans cette humanité partagée. Et si j'ai des choses à vous apporter grâce à tout ça, tant mieux. Parce que ça veut dire que j'aurais réussi à transformer ce bordel et cette humanité imparfaite en quelque chose qui peut aider plus d'humains imparfaits. Et ça va pas nous rendre parfaits, aucun d'entre nous, mais ça peut nous aider sur un bout du chemin. Et ce matin, on discutait de ça, de qu'est-ce qui bloque à se montrer humain et imparfait, qu'est-ce qui bloque à raconter son histoire. Et pour moi, c'était vraiment
Alors, c'est dans la culture, mais plus particulièrement dans mon histoire d'enfant, de voir combien on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire mon intéressante, que si je parlais de moi, j'allais faire fuir les gens, que c'est pas comme ça que j'allais me faire des amis, et qu'au contraire, il fallait que je pose des questions et que je m'intéresse à l'autre toujours, et que je parle pas autant de moi, parce que sinon j'étais égocentrique, parce que sinon les autres allaient pas m'aimer, parce que sinon... Et ma mère m'a répété ça beaucoup, et à tel point que je l'ai cru. Et bien sûr que quelqu'un qui parle que de lui en permanence pour attirer l'attention à soi, ça donne pas forcément très envie. Mais quand je vois ces formateurs et ces personnalités qui m'inspirent, qui me bougent et qui me permettent de moi faire mon chemin, c'est ceux qui parlent d'eux, c'est ceux qui parlent de leur humanité, c'est ceux qui me disent qu'eux aussi ils galèrent, qu'eux aussi ils atteignent des murs, des trous, des plafonds de verre, des cailloux sur leur chemin, des fossés, c'est ceux qui parlent de tout ça, c'est certainement pas ceux qui me disent que leur vie est toute lisse et parfaite et que... si je fais comme eux en 3 étapes et 5 trucs et astuces, je vais réussir à avoir la même vie parfaite. D'abord parce que j'y crois pas, et puis parce que ça me donne tellement la sensation que c'est loin de moi et de ce que je vis, que c'est tellement différent de ce que moi je suis en train, de ce dont moi je suis en train de faire l'expérience, que je peux pas m'identifier à eux, je peux pas me sentir proche d'eux et je peux pas les sentir proches de moi. Et ceux qui me touchent, c'est ceux que je peux sentir proches de moi. Ce que je peux sentir proche de mon bazar, de mon imperfection, de mon humanité. Et c'est ça que j'ai envie de réussir à faire, parce que j'ai envie d'être un modèle humain. J'ai pas du tout envie d'être un modèle parfait. Et c'est un comble, parce que je me bats tous les jours avec mon perfectionnisme qui me dit que je devrais être plus parfaite, que je devrais être plus lisse, que je devrais avoir réussi plus comme ça, et que je devrais encore moins parler de ça, et que je devrais réussir à en parler d'une façon qui soit encore plus intelligente, etc. Et je me bats tous les jours, et en même temps je vois bien que quand je cherche des modèles, je cherche pas les modèles parfaits, surtout pas. Je cherche les modèles humains, ceux qui vont me rassurer sur le fait que c'est ok que moi aussi je sois imparfaite et humaine. Et donc le comble et le paradoxe, c'est que j'ai envie d'être ce modèle-là, mais j'ai ce plafond de verre. Ce plafond de verre qui me dit non, si tu parles de toi, tu vas faire ton intéressante et tu vas ennuyer les gens et tu vas paraître égocentrique et ils vont tous partir. Et tu vas intéresser personne. Pour qui ta vie a vraiment de l'intérêt, enfin? Et qu'est-ce que j'ai fait comme métier? J'ai fait un métier où toute la journée, je pose des questions aux gens et je m'intéresse à leur vie. Et je n'apparais surtout pas dans ces séances. Parce que c'est ça qu'on nous apprend en psychologie en France. Mais peut-être ailleurs aussi d'ailleurs. C'est ça qu'on nous apprend, on ne doit surtout pas apparaître. Le client ou le patient ne doit surtout rien savoir de nous, pour soi-disant pouvoir projeter ce qu'il veut, pouvoir projeter sa mère, son père, son frère, sa sœur, ses oncles et tantes, et puis parce que ça ne doit pas être le sujet. Et encore une fois, si je regarde dans mon parcours, dans ma propre thérapie, les différents thérapeutes que j'ai eus, les thérapeutes qui ont vraiment été très puissants pour moi et clés, c'est ceux qui se sont autorisés à apparaître un petit peu. Pas forcément en me racontant leur histoire, parce que ça c'est vraiment un tabou en France, mais au moins en me disant ce qu'ils ressentaient par rapport à ce que je pouvais partager avec eux. Ce qu'ils ressentaient en termes d'émotions, d'empathie, de colère, de tristesse, etc. Et tout d'un coup, ça me donnait la sensation qu'en fait la personne en face de moi, c'était un humain comme moi. Et qu'il n'y avait pas moi perdu et en train de me noyer dans ma tristesse ou dans les choses que je trouvais injustes, etc. Mais que tout d'un coup, il y avait une équipe. Je pouvais faire équipe avec mon thérapeute, avec ma thérapeute, et on était deux humains à voir quelque chose, à voir une expérience douloureuse que beaucoup d'entre nous traversent différemment, avec des circonstances différentes. Mais tout d'un coup, j'étais plus seule. Et quelle puissance ça a de plus se sentir seul. Parce que quelque part, on croit tous que nos tares, il n'y a que nous qui les avons vraiment de cette manière-là. Il n'y a que nous qui les avons autant.
même si on sait théoriquement, on sait philosophiquement parlant que c'est pas vrai, que c'est pas possible qu'il y ait que nous qui ayons cet art-là, et qu'il y a des gens chez qui on arrive très bien à voir l'état. Mais même malgré tout ça, on arrive souvent à cette croyance que ce qu'on vit, il n'y a que nous qui le vivons. Et la honte fait ça, la honte isole. La honte nous fait croire que c'est nous qui sommes défectueux, que c'est nous qui avons un problème, nous en tant que personne, que les autres y arrivent. Et comment font-ils? Et les autres arrivent à vivre leur vie à peu près correctement, et les autres arrivent... Mais nous, on a quelque chose qui fait que profondément ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Et le moment où on peut voir que c'est pas vrai, que quelqu'un d'autre vit quelque chose de similaire ou a vécu quelque chose de similaire et que quelqu'un d'autre peut partager notre émotion par rapport à ça, ça enlève cette solitude. Et rien que d'enlever cette solitude, ça enlève une énorme partie de la honte parce que tout d'un coup, c'est plus que notre histoire. C'est une histoire d'humain. C'est plus moi en tant que personne qui suis défectueuse, c'est juste moi en tant qu'humaine qui suis imparfaite, moi en tant qu'humaine qui vit une vie où il y a de la douleur, où il y a de la souffrance, où il y a de la difficulté, et c'est normal. Et c'est normal parce que je vois les autres le vivre aussi. C'est plus seulement mon histoire, c'est notre histoire partagée. Et ça, c'est vraiment un message que moi j'ai senti comme étant tellement puissant dans mon chemin et dont j'ai envie d'être la porte-parole. S'il y a un message dont j'ai envie d'être la porte-parole, c'est celui-là. Et pour ça, il faut que je vous permette de voir que je suis cette humaine imparfaite autant que vous. Même s'il y a des choses que j'ai mis en place, même s'il y a des choses que je peux vous proposer, même si tout ça, ça fait pas de ma vie une vie parfaite et lisse, ça fait pas de moi une personne qui a tout réussi et qui a coché toutes les cases et qui arrive à tout, certainement pas. Ça fait de moi peut-être une très bonne alliée pour vous sur votre chemin parce que je peux comprendre, parce que je peux sentir avec vous, parce que je peux vous aider à voir et à apporter de la clarté sur les choses. Ça fait de moi, j'espère, peut-être une bonne coéquipière. Mais je suis à votre niveau parce que je suis tout aussi humaine que vous. Et c'est ça que j'ai envie de vous permettre de voir et de moi pouvoir dire. Et pour ça, il faut que j'arrête, que j'enlève cette croyance que si je me montre, je vais paraître égocentrique et que personne ne va m'aimer. Parce que c'est au contraire quand on se ferme, quand on ne parle pas de soi, quand on donne rien, quand on ne laisse pas apparaître la vulnérabilité, qu'en fait on coupe toute possibilité de connexion à l'autre. Parce que justement l'autre peut se dire, bah attends, celle-là, elle se croit meilleure que tout le monde, elle est froide, elle est inaccessible, elle est prétentieuse, elle est... Combien de fois les personnes, par exemple, qui sont plutôt introverties, sont prises pour des personnes prétentieuses. J'ai encore fait l'erreur, il y a 2 jours, dans cette même formation dont je vous parlais, ils sont 3 coachs, et il y en a 2 qui sont clairement extravertis, et puis il y en a un qui avait l'air, sur la vidéo, tout de suite avec Adrien, on s'est dit, oh, celui-là il se fait chier, en fait il n'a pas vraiment envie d'être là, il était là à regarder un peu à droite à gauche, etc., avec un visage un peu... pas fermé, mais neutre quelque part, et vraiment pas dans l'ouverture et je donne, etc. Et on a interprété ça comme bah, il n'a pas envie d'être là, ou il se fait chier, ou il aurait voulu faire autre chose. Et puis le lendemain, un des 2 extravertis nous dit bah Victor, en fait c'est un introverti incroyable, hein, presque pas maladif, mais vraiment il est très très introverti. Et tout d'un coup ça m'a fait tilt, je me suis dit mais oui, cette leçon là je l'ai déjà rencontrée plein de fois dans ma vie. Les introvertis, on a tendance à croire qu'ils sont prétentieux, on a tendance à croire qu'ils se font chier, on a tendance à croire qu'ils se croient supérieurs aux autres ou qui sont fermés et inaccessibles. Mais non, en fait. C'est juste qu'ils ne savent pas comment être en lien et donner tout ce qui pourrait sécuriser en face la personne pour lui montrer combien ils sont contents, joyeux et très 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 enthousiastes d'être en lien, parce que ça c'est une qualité des extravertis et pas des introvertis. Là je parle d'extravertis et d'introvertis et c'était pas exactement le sujet, mais pour moi c'est exactement la même chose par rapport à est-ce que j'ose parler de moi ou est-ce que j'ose pas parler de moi. Parce que
quand on est tout le temps dans ok, peut-être on s'intéresse à l'autre et on pose des questions, et bien sûr qu'il faut avoir cette ouverture sur l'autre pour pouvoir nourrir la relation, mais quelqu'un qui est tout le temps là-dedans et qui se montre jamais, qui dit jamais quand lui ou elle a un problème, qui dit jamais bah là moi je suis en difficulté, ou bah là il s'est passé ça dans ma vie, etc., ben, en fait la relation elle peut pas être à double sens, elle est toujours que dans un seul sens. Et ça empêche une vraie connexion, ça empêche cette sensation qu'on est à égalité, et ça empêche de mettre fin à cette sensation qu'on est seul. Et c'est paradoxal parce qu'on peut avoir quelqu'un en face de nous qui est là, à notre écoute, qui nous pose plein de questions, mais s'il n'y a jamais un moment où lui ou elle se révèle à nous et nous fait confiance avec quelque chose qui est pour lui ou pour elle un peu difficile à dire, ou qu'il ne dirait pas à n'importe qui, ou juste quelque chose qu'il a envie de partager avec nous de son histoire à lui, quand la personne fait ça, on sent qu'elle nous fait confiance, on sent qu'elle s'ouvre à nous, et tout d'un coup on sent que ça va dans les deux sens, qu'il y a de l'énergie qui vient de l'autre à nous. Si au contraire elle parle jamais d'elle, et elle s'ouvre jamais, et elle partage jamais rien avec nous, et elle nous fait pas ce don de confiance quelque part, de partager cette chose-là avec nous, ben cette ouverture elle se crée pas. Et c'est la même chose dans la relation que j'ai envie d'avoir avec vous. J'ai envie que ce soit dans les deux sens. J'ai envie que vous sentiez qu'on est vraiment connectés en tant qu'humains. On n'est pas amis, et on n'est pas de la même famille, et on n'est pas dans nos cercles proches, mais on peut quand même être profondément connectés d'humain à humain. Pas seulement par rapport à ce que je pourrais théoriquement vous apporter, ou la façon dont mes questions pourraient vous amener à vous apporter de la clarté sur certaines choses, etc. Parce que bien sûr, tout ça, c'est une grosse partie de ce qui a de l'intérêt, et je l'ai bien vu dans toutes les thérapies individuelles que j'ai pu accompagner et proposer. Mais je crois qu'il y a quelque chose vraiment dans le fait de sentir qu'on est ensemble, qu'on n'est pas seul, et qu'il y a un autre humain en face de nous qui donne de la valeur à ce qu'on vit, et qui nous fait suffisamment confiance pour lui aussi s'ouvrir un peu, et lui aussi apparaître. Et je crois que j'ai vraiment envie de vous donner cette sensation dans notre relation, que je suis une humaine avec vous et comme vous, et que je donne énormément de valeur à cette confiance que vous pouvez m'apporter, et que je vous fais confiance aussi, et qu'on n'est pas seul. Et pour ça, il faut que j'enlève cette carapace de la psychologue derrière son diplôme, de cette jeune femme qui croit que si elle parle d'elle, elle fait son intéressante et qu'elle va faire fuir tout le monde, et que simplement je vous permette de voir la femme que je suis, et mes valeurs, et ma personnalité, et mon bazar propre, et mon chemin, pour que vous puissiez sentir qui je suis, pour que vous puissiez sentir si je suis la personne qui vous convient, mais aussi pour que vous puissiez sentir que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que vous n'êtes pas seul à galérer, qu'on est tous dans le même bateau de cette humanité, de cette vie qui n'est pas simple, et c'est ok, et que c'est ok de vivre toutes ces émotions-là, parce qu'on les vit tous, et on peut s'entraider parce qu'on les vit tous. C'est ça que je vais essayer, m'employer à faire. Donc, bonjour, je suis Aimée, et j'essaye de me soigner de ma honte, de mes croyances limitantes, de mon plafond de verre, de mon perfectionnisme, de mon syndrome d'imposteur, et de toute la ribambelle qui va avec, et qui me vient pas à l'esprit là maintenant, mais qui est toujours un peu autour. Et si vous avez envie de faire ce bout de chemin avec moi, eh ben j'en serais vraiment honorée. À bientôt, à demain.